Voilà, donc je suis très heureux qu'on accueille aujourd'hui Sébastien Barret. Je suis pas sûr d'ailleurs que il faille le présenter, mais donc Sébastien Barret est archiviste paléographe, docteur en histoire. Il est directeur, enfin responsable de la section diplomatique à l'IRHT. Et il a publié de très nombreux ouvrages, mais dont l'un qui nous concerne particulièrement, qui était sa thèse, La mémoire et l'écrit, l'abbaye de Cluny et ses archives, du Xe au XVIIIe siècle, qui a été publié en 2004, mais qui constitue un jalon effectivement extrêmement important pour les enquêtes qui nous occupent. Il a travaillé avec Hartmut Hartma et Jean Vezin sur les plus anciens documents originaux de l'abbaye de Cluny, 3 volumes parus, et il prépare actuellement le 4e volume. C'est un spécialiste reconnu à l'international de diplomatique médiévale et il est le porteur français du projet franco-autrichien Bicor pour 2020-2024, si je ne m'abuse, qui s'intéresse à l'autorité et à la réception des documents médiévaux du XIIe au XVe siècle. Et donc, je suis particulièrement heureux de lui laisser la parole aujourd'hui pour parler des archives de Cluny, de Lambert de Barive et peut-être aussi de quelques autres, si j'ai bien compris. Bien. Merci beaucoup Sébastien. Merci pour l'invitation, non seulement à cette séance, mais aussi à toutes les autres, parce que jusqu'ici, toutes celles auxquelles j'ai assisté, je pense que c'était à peu près toutes en fait, étaient très bien et j'ai absolument aucune raison de penser que ça ne continue pas après. Donc, ça me permet d'apprendre beaucoup, c'est très très chouette. Ben voilà, merci aussi de ta gentille introduction. Vous vous en doutez peut-être, ce dont je vais vous parler constitue en bonne partie un retour sur mes travaux de thèse qui commencent à déjà être un petit peu anciens. Ce qui est aussi assez plaisant de pouvoir retourner parfois sur ses propres erreurs d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose que j'aurai l'occasion d'évoquer au cours de cette séance. Dans le cadre plus général du webinaire, ça grésille, me dit-on. Alors, ça y est, ça commence à faire des caprices. Ça grésille toujours. Ça a l'air mieux. Ça va mieux là? Je pense. Non, pas chez tout le monde. Ah. On va peut-être Si, en essayer. fait, Pierre Chambert-Prota disait que ça ne grésillait pas chez lui, en fait, donc ça D'accord, a l'air ok. d'être bon. Bon. Du coup, je continue comme ça et j'essaye de parler fort et en articulant. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quand même d'autres problèmes. Donc, dans le cadre ça me paraît, c'est pour moi particulièrement intéressant, pardon, dans le cadre de ce webinaire parce que donc moi j'ai une formation et une activité de médiéviste, proche de ce qu'on appelle assez couramment les sciences de l'érudition, avec tous les guillemets qu'on aime bien, c'est-à-dire les sciences auxiliaires, la paléographie, la diplomatique, ce genre de choses. Or, et ceci notamment chez les diplomatistes, mais pas seulement, ça arrive aussi beaucoup chez les philologues, s'intéresser à ce genre de sujet, éditer des textes en particulier, mène le médiéviste assez couramment à être aussi un peu moderniste. Ou, et c'est là que je voulais en venir, à en avoir l'impression, impression qui est fort agréable, mais peut-être aussi un petit peu trompeuse, au moins pour le médiéviste en question. Les modernistes étant évidemment sans doute beaucoup plus lucides à cet égard, si j'ose dire, du moins sur le côté moderniste des collègues médiévistes concernés. Alors, ceci a une explication technique assez simple, qui est que beaucoup de la tradition documentaire, notamment diplomatique du Moyen-Âge,
est passé en partie et dans un certain nombre de cas exclusivement par l'érudition moderne. Pour arriver tout de suite au cas que je connais et dont je vais parler ici, Cluny, il y a énormément de documentation clunisienne, diplomatique, qui est connue par des copies du XVIIIe siècle. Et comme c'est quelque chose de très courant, comme évidemment on va avoir tendance à s'intéresser aux conditions de la tradition manuscrite de l'époque moderne autant qu'à celle de l'époque médiévale, forcément on va développer une petite appétence ou une petite familiarité avec ces acteurs les plus proches. Dans mon cas, moi, c'était avec Lambert de Barive, dont je vais vous parler un petit peu plus. Mais justement, et c'est pour ça que j'ai appelé ma communication du jour Lambert de Barive et les autres, ce faisant, je pense tout de même que, avec tout ce que ça apporte, ne serait-ce que techniquement parlant, ça peut mener des fois, en tout cas des gens comme moi, je ne veux pas mettre ça sur le dos de tout le monde, à avoir une vue peut-être un petit peu plus étroite sur le sujet qu'elle ne pourrait être. Lambert de Barive, en l'occurrence, tend par exemple beaucoup à, si j'ose dire, masquer un certain nombre d'autres travaux qui ont pu être faits dans les archives clunisiennes, au moins à les masquer quand l'appréhension de ces travaux passe par un médiéviste de mon genre, parce que c'est celui qui est, disons, le plus utile techniquement. Ça devrait être un petit peu plus clair bientôt. Et que, du coup, le médiéviste, en l'occurrence moi, ayant ce qu'il voulait de la manière la plus simple auprès de l'un des acteurs, va tendre fatalement à s'intéresser un petit peu moins aux autres acteurs qui ont pu intervenir, parce qu'il y a moins de sources ou parce que c'est moins utile. Ce qui, du point de vue de quelqu'un qui cherche à retrouver une documentation médiévale à travers des copies ou des inventaires modernes, est tout à fait légitime, mais du coup ne remplace pas ou ne saurait remplacer une approche, disons, plus générale de la question que se passe-t-il dans les archives clunisiennes à l'époque moderne, qui n'est pas tout à fait la même qu'a fait Lambert de Barive avec les autres acteurs éventuellement un petit peu en arrière-plan. Alors, je ne vais pas vraiment sortir de cette espèce de contradiction, mais je pense au moins l'illustrer. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça marche aussi bien que tout à l'heure. Voyez-vous bien ma première diapositive? Oui. Et elle seule. Donc, en fait, comme il était assez normal dans un cas comme celui de Cluny, il y a pas mal de monde qui en a visité les archives, outre évidemment les Clunisiens eux-mêmes. Alors, j'ai mis ici un petit peu dans le désordre typologique un certain nombre de, alors soit de publications, soit d'époques de visite de l'un ou l'autre érudit. J'ai pas pu m'empêcher d'en mettre deux totalement en italique qui n'ont rien à voir avec les archives, mais parce que je les avais croisés et que je trouvais dommage de les enlever de la liste. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même eu des activités assez intenses au sein des archives clunisiennes avant mon Lambert de Barive favori. Lambert de Barive ayant par contre eu l'activité la plus longue
et, disons, celle qui a eu le plus de postérité dans l'historiographie contemporaine, du moins, encore une fois, quand on voit la chose d'un point de vue de médiéviste. Mais outre la très importante Bibliotheca Cluniacensis de Marié Duchesne, qui est assez connue, outre le Bullarium Sacri Ordinis Cluniacensis de 1680, qui est aussi assez connu, et en fait inconnu. La publication est connue, son cheminement reste un petit peu mystérieux, et il est actuellement, je crois, toujours en train d'être éclairé par Franz Neiske en Allemagne, qui, s'occupant d'actes pontificaux clunisiens, en est venu aussi à s'intéresser à cette publication-là. Mais on voit que de manière assez intense, les mauristes se sont intéressés à Cluny, que les Clunisiens eux-mêmes ont travaillé dans leurs archives, même si ça a été de manière un petit peu sporadique, enfin, c'est une question un petit peu difficile. Donc, il n'y a franchement pas eu que, disons, l'érudit le plus célèbre. Il y a un point une espèce de point noir ou d'âge sombre de ce point de vue-là, que je ne peux absolument pas éclairer en l'état actuel de mes connaissances, qui vous apparaît sans doute immédiatement, c'est le XVIe siècle. Là, à vrai dire, j'en sais rien. Du moins, si je laisse de côté le fait qu'au tout début du XVIe siècle, les Clunisiens ont fini un certain nombre de recensements archivistiques, mais bon, c'est dans la première décennie du XVIe. Après, du point de vue des archives, en fait, il semble que la chose la plus importante ait été les guerres de religion et l'un ou l'autre pillage, pas tant de Cluny que de son château de Lourdon, dans lequel, paraît-il, des documents avaient été entreposés. En tout cas, suite aux guerres de religion, un certain nombre de manuscrits, diplomatiques ou non, ont visiblement circulé, donc ils ont bien dû être volés à un moment quelconque. Mais voilà, mis à part le fait que les guerres de religion représentent très certainement une énorme césure documentaire et institutionnelle chez les Clunisiens, à vrai dire, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ça ne veut par contre pas dire qu'il ne s'est rien passé, c'est simplement que j'en sais rien. Et que je ne peux pas trop vous citer quoi que ce soit. Alors, tous ces gens-là, qu'ont-ils fait lors de leur visite clunisienne? Ils ont d'abord, plusieurs d'entre eux, décrit les archives. Alors attendez, ça, je me suis trompé d'ordre, ça c'est pour plus tard. Décrit les archives comme ici, dans les œuvres posthumes et l'itinéraire bourguignon de Mabillon. Il s'agit de la visite de Don Mabillon et Don Germain, qui donne une description finalement assez intéressante des locaux, le qualifie de sûr, de commode, et en attribue ce qui est aussi assez intéressant, la responsabilité, si j'ose dire, ou le mérite à Pélisson, historiographe du roi, qui a aussi été abbé de Cluny, comme énormément de gens, plus ou moins connus. Et immédiatement après ça, on voit des références finalement assez précises à un certain nombre de monuments. Tout d'abord des débuts de Cluny, puis des cartulaires. Ce qui semble indiquer, évidemment, ça ne fait que le sembler, mais c'est quand même assez intéressant qu'au moins à ce moment-là, les cartulaires sont dans les archives et pas dans la bibliothèque. Ce qui finalement n'était pas totalement évident, mais enfin, la description est finalement assez rapide. Il parle de 2 cartulaires principalement.
Il parle aussi du Chronicon Cluniacense, qui est pour eux aussi dans la Bibliotheca Cluniacensis. Et ensuite, je vous ai mis un petit peu la suite de la description qui concerne la bibliothèque et ses manuscrits. Bibliothèque et ses manuscrits dans lesquels ils repèrent un certain nombre de choses qui les intéressent et qui sont d'ailleurs pas uniquement bibliothécaires, puisqu'ils nous parlent des Literae Societatis un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais à peu près à partir d'ici. Et qu'on revient en fait, pour ainsi dire, un petit peu plus dans le domaine diplomatique, c'est-à-dire que c'est rapide, mais finalement, visiblement, assez complet. Et là aussi, c'est quelque chose qui passe un petit peu derrière d'autres choses. Alors, concernant Mabillon, notamment derrière ces descriptions et les éléments qu'il donne pour les bâtiments, qui ont beaucoup intéressé, par exemple, les Stratford. Un petit peu plus tard, et là aussi tout était merveilleux, si j'ose dire, les voyages littéraires des religieux bénédictins, aussi c'est quelque chose qui est bien connu. Et là, on a une allusion aux Huguenots. Alors, il ne s'agit pas des archives, mais du grand catalogue de la bibliothèque, qui est effectivement un objet un petit peu mythique de l'histoire culturelle clunisienne, mais il précise bien que le Chartrier est magnifique, outre la fondation de Cluny, etc. Il y a beaucoup de choses pour leur dessin, mais bon. Ce qui est par rapport à la description précédente aussi assez intéressant, c'est que ce qui les impressionne ici, c'est non seulement les cartulaires, mais aussi les grands rouleaux de parchemin qui sont passés à la postérité sous le nom de rouleaux de Cluny. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'après les collègues qui s'occupent de rouleaux, et notamment Jean-Baptiste Renaud et son projet Rotulus, en fait, au départ, ce n'était pas des rouleaux. C'est des feuilles qui ont été roulées à un moment pour être rangées, mais en fait, techniquement parlant, il semble que ça ne soit pas vraiment des rouleaux. Enfin bon, c'est pas forcément ce qui nous occupe le plus ici. Donc là, on a des cas où les visiteurs donnent des éléments très généraux sur ce qu'ils ont vu. Le cas le plus précis, et c'est là que commence le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, étant fourni par Lambert de Barive. Alors, je vais en profiter pour revenir un petit peu sur qui est Lambert de Barive, parce qu'il est quand même un petit peu moins connu, généralement parlant, que ses collègues mauristes. Lambert de Barive, c'est un avocat d'Autun, un feudiste, qui a beaucoup travaillé en Bourgogne, pas seulement à Cluny, et pas seulement pour le cabinet des chartes, mais aussi pour un certain nombre de familles locales, même si visiblement il s'est, quand il a pu, concentré sur les travaux concernant Cluny, qu'il accomplit donc au service du cabinet des chartes de Bertin et Moreau. Et ce que la documentation assez abondante qu'on a encore à son sujet révèle, notamment sa correspondance à l'arrivée qui est conservée dans la collection Moreau, ça doit être les volumes 338 et 339 si je me souviens bien, c'est outre qu'il y a travaillé très longtemps, c'est-à-dire qu'il a travaillé 20 ans dans les archives de Cluny, alors pas à plein temps, mais quand même très régulièrement, c'est que pour lui, c'est une activité qui est, pour ainsi dire, un plan de carrière. Et une activité professionnelle, enfin, où c'est pas un bénédictin, c'est pas un mauriste, c'est un feudiste.
euh, ce qui d'ailleurs le mène à passer une bonne partie de ses 20 ans à essayer d'obtenir des grâces qu'il n'obtiendra jamais, notamment un entrepôt de tabac qu'il aimerait bien avoir, dont il aimerait bien avoir la ferme, mais ça marche jamais. Il y a plusieurs tentatives et à chaque fois, visiblement, ça fonctionne pas. Et du reste, au début de la Révolution, il a aussi essayé de se faire accorder la garde des archives et de la bibliothèque de Cluny. À cet égard, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est que, comment dire, ces opinions politiques générales semblent avoir énormément évolué avec la Révolution. Ce qu'au début, j'avais pris pour un simple opportunisme, mais finalement, je me demande si ça pourrait pas n'être plus que ça, parce que je crois que ce serait pas le premier feudiste à avoir énormément changé d'avis et à avoir finalement fourni depuis des travaux, enfin partant de travaux pas mal au service de Nadoglès, en étant arrivé à des opinions politiques finalement assez à gauche, si j'ose dire, ou révolutionnaires, voire montagnardes. Sauf erreur de ma part, Gracchus Babeuf était feudiste aussi au début. Donc, toujours est-il que au moment où il travaille dans les archives, il fait ça pour gagner sa vie. L'avantage pour nous, c'est qu'il fait ça de manière extrêmement précise, comme vous le voyez là dans cette description générale du local de Cluny. Description générale du local de Cluny qui nous dit du reste d'entrée, qui nous livre, pardon, des caractéristiques de l'ensemble sur lequel il travaille, c'est le grand trésor des archives. Et pas, en fait, à strictement parler, les archives de Cluny. Parce qu'il mentionne un certain nombre de moments, d'autres archives qui qualifient d'archives particulières, qui, je suppose, étaient les archives de Cluny comme maison, et pas comme chef d'ordre, et les archives, disons, plus de gestion. Là, le grand trésor des archives de l'abbaye de Cluny, c'est sans doute un petit peu plus qu'on appellerait des archives historiques. Donc, ce travail sur lequel se base énormément de notre connaissance des documents clunisiens est quand même extrêmement sélectif, ne serait-ce que dans l'espace archivistique, si j'ose dire, qu'il prend en compte. Et y compris dans cet espace archivistique, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, mais je ne résiste pas. Vous voyez que là, en bas, côté du nord à gauche en entrant, armoire supérieure, elle est comme ça, intitulée extérieurement et porte pour inscription « Visite ». Et en face, il est écrit « Néant ». Ça ne m'intéresse pas. À l'énorme frustration de tous les historiens clunisiens qui voient ça. Enfin, à mon avis, c'est une chose que j'ai encore beaucoup de mal à lui pardonner et je pourrais continuer la démonstration avec la documentation comptable, par exemple, qui l'intéresse pas du tout. Et en fait, c'est normal que ça ne l'intéresse pas, parce que ce qui l'intéresse, c'est en fait ce dont il pense que ça va intéresser le cabinet des chartes. Donc, l'histoire et le droit de la monarchie française. Et à la limite, pas l'histoire de Cluny et surtout pas l'histoire de sa gestion. Ces travaux dans les archives impliquent aussi l'accès aux archives et cet accès a visiblement été assez différencié selon les époques. Mabillon ou Mabillon, par exemple, il a visiblement été très bien accueilli. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Un autre travailleur assez important
pour les archives clunisiennes, notre Maurice, dont le Michel est, désolé, il faut que je revienne en arrière, et son, disons, collaborateur Don Jamais ont eu un petit peu plus de mal. Alors là, on est dans les années 1644-1645, à des moments extrêmement conflictuels entre les Clunisiens et les Mauristes auxquels on essaye assez vainement de les joindre. Donc évidemment, ceci explique cela. Et il y a une histoire absolument pas claire, en fait, de manuscrits volés à Cluny par Don Jamais au service de Don Le Michel, qui s'est fait intercepter. La question qui travaille moine de l'époque et aussi érudit contemporain, étant de savoir jusqu'à quel point qui avait tort. Parce que finalement, il y a des collègues qui ne manquent pas de rappeler que Don Le Michel et Don Jamais, à ce moment-là, ils faisaient partie de la même congrégation, qu'ils avaient absolument le droit de faire ce qu'ils voulaient, enfin, qu'ils pouvaient tout à fait se servir des archives de Cluny. Enfin bon, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'assez rapidement, on parle non seulement de manuscrits, disons, littéraires ou religieux, ou de doctrine, mais aussi de statut. Ce qui, du coup, peut encore être une raison supplémentaire au conflit, parce que justement, les questions statutaires entre les membres de la congrégation et l'ancienne et l'étroite observance clunisienne étaient un petit peu brûlantes. En tout cas, dont le Michel ne se sentait pas du tout accueilli et décrivait les archives comme étant à peu près, enfin, ici la bibliothèque, mais pas seulement, comme étant complètement délaissée. Ce qui est peut-être aussi une rhétorique, parce que Lambert de Bary fera pareil et écrira à l'époque future donneur d'ordre du cabinet des chartes qu'en fait les moines ne s'intéressent pas assez aux archives et que quand ils s'y intéressent, c'est une catastrophe, puisqu'il accuse, je ne sais plus quel prieur de l'époque, de Don Chanou, de se servir, je cite, de mauvaises recettes pour faire revivre les encres. Quelle que soit la manière réelle ou supposée avec laquelle les chercheurs sont accueillis, quand ils sont accueillis, ils peuvent en fait se livrer à plusieurs sortes d'activités. Et notamment les mauristes ont eu, d'une manière qui est donc passée peut-être un petit peu en retrait à cause, si j'ose dire, de Lambert de Bary, ont accompli tout un travail de dépouillement et de mise en ordre de la matière, alors archivistique, mais pas seulement archivistique, également historiographique et liturgique et hagiographique de Cluny. Ici, c'est un volume de mélange, alors c'est un manuscrit de Saint-Germain, c'est normal, qui est dû beaucoup à Don Le Michel et à un certain nombre de ses collaborateurs, dans lequel vous voyez qu'il y a un certain nombre d'extraits divers et variés, d'ensembles diplomatiques, d'ensembles de bullaires, mais aussi de constitutions et de coutumes. Il y a notamment, si vous voyez un petit peu plus bas, si vous voyez mon curseur, le coutumier d'Ulrich de Cluny. Alors, il y a en fait, dans la table des matières, je me suis aperçu qu'au moins dans la numérisation, les feuillets correspondants n'existent pas. Je ne sais pas si c'est un état du manuscrit ou de la numérisation. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas du tout pu vérifier. Dire que je ne sais pas si c'est pas tout simplement que les feuillets correspondants sont à côté, qu'ils n'ont pas été numérisés avec. Mais en tout cas, dans l'état numérisé de ce que j'ai là, ça semble avoir disparu, ou en tout cas, il y a un petit quelque chose. Pour ce qui m'intéresse, moi, les chartes, ils sont assez naturellement tournés vers les cartes plurielles. Alors ça, je crois que c'est l'écriture de Don Le Michel, dont ils font
et ça ne restera, ça ne sera, ils ne seront pas les seuls, donc dont le Michel fait, des espèces d'extraits, extraits qui ici m'intéressent un petit peu dans le détail parce que ils parlent de res gestae pour désigner la partie de cartulaire ici consacrée à la BMA. Et en fait, c'est assez médiéval comme idée. Alors, je ne veux pas non plus surinterpréter la chose parce que justement, je ne connais pas suffisamment l'ambiance culturelle maoïste pour interpréter la chose comme il faut, mais ça m'a semblé assez frappant. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que si on prend le passage du cartulaire dont il s'est servi, en fait, il s'est visiblement aussi inspiré de la rubrique du cartulaire, pas seulement du texte, puisqu'il en reprend l'adjectif clarissimus. Et même miles clarissimus, qui en fait, sauf erreur de ma part, n'est pas dans le texte. Et donc, il y a dans cet exemple-là, mais dans pas mal d'autres aussi, tout j'aurais presque envie de dire fouillis, mais pas dans un sens péjoratif, tout un ensemble de notes et de tentatives de mise en ordre de la matière qui sans doute n'ont pas totalement abouti. Alors bon, comme on est chez les maoïstes, il y a aussi ça, c'est un passage qui concerne Mozac. Et un petit peu plus loin, il y a aussi un petit peu d'héraldique, ce qui n'est pas étonnant. Un autre recueil concerne là plus exactement les hommes illustres. Et c'est pareil, ce sont des extraits de diverses sources qu'on essaye de compiler et tout ça ressemble énormément à des premières mises en forme qui tendaient peut-être à un autre projet fini qu'à vrai dire, moi, je n'ai jamais réussi totalement à identifier. J'avais pensé un moment, parce qu'il y a eu des allusions à un projet de nouvelle Bibliotheca Cluniacensis qui aurait pris la suite, de celle de 1614, mais bon, ça reste ouvert. Je me permets du reste de vous illustrer avec cette image-là une des raisons un petit peu honteuses, mais techniquement parfaitement exactes, pour lesquels ces travaux peuvent rester un petit peu en retrait par rapport à ceux de Lambert de Bary, c'est que c'est quand même beaucoup moins facile à lire. Alors, je sais que normalement, ce n'est pas des choses qu'on dit quand on veut avoir l'air sérieux, mais je vous garantis bien que, en fait, si aussi. Ne serait-ce que parce que ça représente un investissement documentaire, disons, qui peut sembler un petit peu excessif, par exemple, à quelqu'un qui est en fin de thèse et qui voit une date se rapprocher et n'est absolument pas sûr que ces écritures dont il a plus ou moins l'habitude, même s'il est censé avoir appris à les lire, lui apporteront tant de choses que ça pour son objectif principal. C'est à un tel point qu'il y a un autre manuscrit dont je désespère de pouvoir un jour montrer des images, ce que j'aimerais bien faire, mais entre mes indisponibilités, les confinements, etc., c'est celui-ci, dont je n'ai que cette espèce d'index, qui répertorie autant que possible la matière diplomatique tunisienne en différentes catégories, et notamment à partir du folio 129, donne des tables réparties en classes de bienfaiteurs et des zélateurs de Cluny. Ce qui me semble en fait absolument fascinant, même si, alors ça c'est peut-être justement une preuve supplémentaire de simplement ma propre ignorance, c'est que si ça se trouve, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et moi, je trouve ça en l'état absolument fascinant, c'est-à-dire cette espèce de volonté de prendre une matière qui sans doute semblait extrêmement foisonnante
et de la catégoriser pour sans doute l'appréhender au mieux avec un objectif à la fois, disons, historiographique et quasi hagiographique. Alors, ce manuscrit-là, dont je n'ai pas d'image, est d'autant plus, disons, difficile qu'il est non seulement écrit d'une écriture petite et cursive, mais aussi brûlé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ces feuillets qui sont interrompus, si je me souviens bien, vers le milieu, par un espèce de triangle brûlé, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose dessus et l'en avait retiré. Que, une cigarette, c'est trop petit, mais encore une fois, c'est du coup peut-être une mine, peut-être pas tant pour l'histoire clunisienne générale, si j'ose dire, à laquelle ça n'apporterait sans doute pas énormément d'éléments, mais pour l'histoire culturelle des activités mouristes autour de Cluny. Les mouristes ont aussi, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins arrivé à bonne fin, compilé un certain nombre de recueils. Ici, c'est le Monasticon Benedictinum à la lettre C, qui rassemble un certain nombre de documents concernant ici Cluny, en copie ou en original. C'est aussi une des caractéristiques de l'activité mouriste à Cluny, c'est que ça a déplacé de la documentation de Cluny vers d'autres endroits, et notamment vers Saint-Germain. Ici, en plus de ça, on a même pensé aux mentions dorsales. Ces activités érudites ont laissé un certain nombre de traces que, par exemple, j'ai parfois un peu de mal à interpréter. Ici, c'est Don Guirin, dont le nom se retrouve au dos d'un certain nombre de documents clunisiens, mais à vrai dire, je ne sais pas très bien comment interpréter la chose. Il a composé, à partir de ses travaux dans les archives et la bibliothèque de Cluny, un nécrologe. On retrouve son nom au dos d'un certain nombre de documents, et je ne sais pas si c'est lui qui a laissé trace de son passage, comme on le pensait plus ou moins quand j'ai commencé ma thèse il y a maintenant bien longtemps, ou si c'est quelqu'un qui, de manière postérieure, a dit « Ah bah oui, ça c'est dans Don Guirin ». Comme à vrai dire, j'ai pas non plus trouvé énormément de choses sur la personne elle-même. C'est un des éléments que j'ai un peu vraiment du mal à interpréter complètement. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un renvoi ou un bonjour, j'étais là. Toujours est-il que, je reviens à Lambert de Bary, l'un des restes les plus impressionnants des activités qui ont pu être menées à Cluny sont des copies, et que celles de Lambert de Bary dépassent en nombre et en précision celles qu'ont pu faire les mouristes, quelles que soient par ailleurs les qualités intrinsèques des travaux de ces derniers. Les copies de Lambert de Bary ont de la valeur pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles sont archivistiquement toujours extrêmement précisément situées. Vous voyez là, qui donne la localisation précise du document dont il s'agit. Ensuite, parce que Lambert de Bary, d'une manière parfois quasiment fanatique, mesure les documents,
date même ces copies, on le verra d'ici quelques instants, et tente à en reproduire autant que possible les caractères externes qui lui paraissent remarquables. Ici, une espèce de monogramme qui sert en même temps de devise chirographaire. Mais aussi plus haut, les caractères pseudo-allongés, disons, de la première ligne. C'est de la documentation privée du XIe siècle. Il faut, si j'ose dire, il ne faut pas trop en demander non plus en matière de présentation. Et si on compare à l'original qui nous est parvenu, ben, effectivement, on voit que jusqu'à un certain point de détail, c'est assez fidèle. Assez fidèle au point de pouvoir en être un petit peu trompeur, parce que si vous regardez bien, la première ligne, elle va quand même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que autant il tend à reproduire exactement ou aussi exactement que possible un certain nombre de caractères, autant à d'autres moments, il verse un petit peu dans l'évocation. C'est-à-dire que là, je pense que son idée, c'est de dire, ah ben oui, c'est comme ça dans la première ligne, donc je mets ma première ligne comme ça. Par contre, comme sa copie à lui ne suit pas exactement les lignes de l'original, ça apporte quand même l'une ou l'autre différence. Néanmoins, on voit quand même à quel point c'est précis et précieux à l'historien futur. D'autant plus précieux dans ce cas-là qu'en fait, toujours d'après ces copies, visiblement, il y avait un autre exemplaire du document, ou plus exactement, les archives clunisiennes conservaient l'autre partie du chirographe, qui est ici reproduite, avec le bas de ce que nous avons là. Et ça n'est qu'un de très nombreux exemples où Lambert de Barif permet de connaître soit des documents qui ne sont pas passés en original à la postérité, soit des exemplaires supplémentaires, soit, comme ici, un exemplaire, ou du moins la deuxième partie d'un chirographe. Ce qui, du reste, mais ce n'est pas le sujet du jour, pose l'intéressante question de savoir ce que font deux parties d'un même chirographe dans le même fonds d'archives, mais en fait, ça arrive finalement assez couramment et pas qu'à Cluny. Néanmoins, normalement, ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. Disons-le comme ça. Évidemment, si on revient à ce genre de copie, bah, évidemment, ça c'est très bien aussi, mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Au moins, pour les objectifs qui peuvent être ceux, de quelqu'un de mon espèce. Qui va donc tendre à une sorte de quasi-idolâtrie envers envers Lambert de Barif, qui a été du coup d'autant plus important qu'il a semblé fidèle. Et c'est ainsi que dans l'édition qui sert toujours pour faire l'histoire de Cluny, celle d'Auguste Bernard et Alexandre Gruel, les 6 volumes des chartes de l'abbaye de Cluny, disponibles en au moins 3 numérisations sur Internet. En l'absence d'originaux, Bernard et Bruel ont privilégié les copies de Lambert de Barive par rapport à toute autre voie de tradition, et notamment par rapport au cartulaire. En plus de ça, Lambert de Barive n'a pas fait que d'écrire de manière générale les archives, lui aussi a fait des travaux préparatoires, comme ici par exemple, où il inventorie
dans un premier temps, les layettes d'une armoire pour se faire dire par ses donneurs d'ordre ce qu'il doit copier et le copier ensuite. Et là encore, ça fait un travail d'inventaire très précis qui peut être très précieux et qui peut être un peu trompeur. Un peu trompeur parce que le code 71 année 978, bon voilà, c'est ce document-là. Document qui est censé être un acte pontifical, ce qui, étant donné la forme qu'il a là, est un tantinet plus que très incertain, on va dire, et qui lui a valu de passer pour un faux dans un certain nombre d'études concernant les reins, puisque c'est de l'abbaye de Les Reins dont il s'agit. Or, Lambert de Barive nous écrit absolument sans bardiner que c'est un bel original. Et c'est très certainement bien de celui-là dont il s'agit, parce que, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur, parce que, attendez, je vais un petit peu ça, moi, voilà. Vous voyez que la cote qu'il a mise là est bien ici. Donc, il est très probable que c'est bien de ce document-là qui parle. Donc, il est précis, il est important, mais parfois, il peut être un petit peu trompeur, aussi parce qu'encore une fois, son objectif est de montrer à ses employeurs qu'il leur amène de la matière intéressante. Et en conséquence, il va avoir un petit peu tendance à toujours argumenter dans ce sens-là. De la même manière, ça se voit que dans les dernières années, on le voit essayer de convaincre un cabinet des chartes de moins en moins convaincu que si, il reste encore plein de trésors. Et bon, le cabinet des chartes, il commence à trouver que tout ça, ça coûte bien cher pour finalement pas grand-chose. De toute façon, la révolution apportera une solution assez rapide au problème, mais donc voilà, il y a ça aussi. C'est quand même pas non plus un acteur totalement neutre. Ce qui me fournit l'occasion de revenir sur un dernier point que je n'ai quasiment pas abordé jusqu'ici, justement celui de l'inventaire et du traitement archivistique. À l'époque moderne, il y a eu un inventaire ou une action d'inventaire de la fin du XVIIe siècle sous la main de Don Loquet, dont vous voyez le résultat ici. Alors c'est malheureusement un document qui n'est pas évident à lire parce que c'est un papier très fin qui a été taché, qui a dû être restauré. Travaux d'inventaire qui ont eu tendance, eux aussi, un petit peu, à disparaître. Et là, je dois bien reconnaître en partie de ma faute, derrière ceux de Lambert de Barive, parce que, bon, d'abord, ils sont un petit peu difficiles d'accès. Et ensuite, ils ont fait l'objet d'un début de publication à la fin du XIXe siècle. Messieurs Benet et Bazin, qui étaient archivistes localement, se sont dit que ça serait une bonne idée de publier cet inventaire des archives clunisiennes de la fin du XVIIe siècle pour donner une idée de ce qu'il y avait à ce moment-là à Cluny. Oui, mais les Parisiens, et notamment Alexandra Bruel, qui éditait les chartes de l'abbaye de Cluny, n'étaient pas d'accord du tout, parce qu'ils voyaient ça comme une concurrence. Et donc, le premier tome de la publication a été torpillé par voie de compte-rendu. La publication est en fait assez difficile à trouver. Et alors, je ne sais pas si c'est directement lié à ça, mais à la Bibliothèque nationale, l'exemplaire du premier tome de la publication, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu poursuivre, est relié avec le compte-rendu assassin de Bruel
à son encontre. Ce qui fait que du coup, c'est effectivement un petit peu passé au second plan et que quelqu'un comme moi a eu tendance à attribuer peut-être plus à Lambert de Baril qu'il n'aurait dû. Ici, vous avez le dos d'un document clunisien, côté 143, avec une analyse que j'avais personnellement plus attribuée à la main de Lambert de Baril, qui aurait organisé ses travaux au dos des documents clunisiens en tenant compte des cotes qui avaient été, ça par contre c'est à peu près sûr, portées plutôt par l'étape Donloquet en 1682 ou dans les années 1680. Sauf qu'en même temps, quand je compare tant la formulation que finalement les divers genres d'écriture des deux protagonistes, en l'occurrence Donloquet d'un côté et Lambert de Barif de l'autre, je ne suis plus si sûr que ça. Ceci parce que moi, ce que je vois là, donc au dos de l'acte que vous avez ici en gris, me semble finalement compatible avec ça, pas écrit au même moment, pas dans les mêmes conditions, mais aussi finalement peut-être bien avec ça. Pareil, pas écrit au même moment, pas dans les mêmes conditions. Et là, je me retrouve, pauvre médiéviste que je suis, pas mal confronté à mes propres insuffisances en matière de connaissance des écritures modernes, que j'arrive certes à vaguement déchiffrer, mais dont j'ai énormément de mal, en l'occurrence, à estimer, disons, la variance significative. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui écrivent de manière un petit peu proche, ben, j'ai énormément de mal à distinguer les mains les unes des autres. Il y a des fois où c'est plus facile, mais là, finalement, c'est nettement moins simple que ce que je pensais. Donc, j'en suis pour aujourd'hui arrivé à la conclusion très provisoire sur ce point-là, qu'il est en fait assez probable que les mains de Lambert de Baril et de Donloquet se croisent beaucoup plus que ce que je l'avais pensé au dos des documents de Cluny. Ce qui tendrait, encore une fois, à peut-être réhabiliter un petit peu les activités dans les archives de Cluny qui ont précédé celles de Lambert de Baril, qui, même si elles n'ont pas tout abouti et pas tout abouti à des résultats, disons, extrêmement visibles, ont sans doute été suffisamment sérieuses, érudites et poussées pour mériter plus que d'être simplement prises comme moi j'ai un peu eu tendance à le faire, comme des espèces d'introduction à la chose véritablement intéressante. Et donc, je me demande, mais je me demande de manière ouverte, parce que finalement, encore une fois, n'étant pas spécialiste, je ne le sais pas, je me demande si ça ne vaudrait pas peut-être la peine d'aller y regarder d'un petit peu plus près. Et pour finir là-dessus, c'est justement pour répondre, parce que ça permet de répondre à ce genre de questions, que des initiatives comme celle de Sébastien ou comme celle de Aude-Morvan, qui ne peut pas être là aujourd'hui, et Jérémy Delmule, sont très précieuses parce que du coup, vu de mon point de vue égoïste en tout cas, ça permet de confronter mes questions à des gens qui ont peut-être plus d'outils que moi pour y répondre. Merci beaucoup de votre attention. Merci à toi, Sébastien, pour cette leçon de méthode extrêmement riche, passionnante, pleine d'humilité, et puis qui se termine effectivement sur un appel aux modernistes, parce que, bah oui, ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, on voit bien les limites de ce que peuvent faire les médiévistes sur ces questions. Alors, est-ce qu'il y a certainement plein de questions et d'interventions. Bon, peut-être faut-il que j'ouvre le feu. Alors, sur Lambert de Barive,
j'ai deux petites questions techniques. Il est payé par le cabinet des chartes ou il espère juste avoir des charges? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est alors sur les tentatives de figuration, par exemple des premières lignes ou des monogrammes, est-ce que tu as une idée, est-ce qu'il utilise des calques, ce qui expliquerait peut-être qu'il coupe la ligne, ou bien est-ce qu'il redessine les lettres à main levée? Enfin voilà, est-ce que Alors, pour le premier point, il est payé. Ouais. Il trouve en général pas assez. Mais au bout d'un moment, il trouve que ça serait bien que ses services lui valent quelque chose de plus, disons, durable. Et il essaye de se faire accorder l'une ou l'autre grâce, disons, en plus. Euh, et malheureusement, tous ces compliments envers le ministre, sa femme et sa fille n'y ont pas suffi. Et ça a l'air, parce on a la même chose chez Vacher de Bourlange. Hein. Vacher de Bourlange n'est pas payé, mais il essaye d'obtenir des postes et il obtient rien en fait. Donc je me demande s'ils ne sont pas un certain nombre à s'être engagés dans le cabinet des chartes avec cette idée de favoriser leur carrière, et manifestement c'était pas un bon cheval en fait. Là, il est payé et si je me souviens bien, il a même envoyé des devis. Ah ouais. Euh, pour le deuxième point, je pense qu'il fait un petit peu de tout. Quand il veut reproduire notamment des sceaux, il fait même appel à un dessinateur, au moins à quelques reprises. Pour des cas comme ça, je pense qu'il se sert de calque quand il le peut et que dans un certain nombre d'autres cas, il essaye de reproduire à main levée, notamment ce qui arrive, disons, au milieu de texte. Parce qu'il arrive aussi qu'il essaye de reproduire un petit peu des majuscules ornées ou ce genre de choses-là. Et là, par contre, je pense qu'il essaye de le faire un petit peu à main levée comme il peut. J'ai l'impression qu'il a une espèce de palette de, disons, de techniques pour ces choses-là. Ce qui m'amène à une autre question. Après, je cède la parole à Isabelle. Et il copie tout lui-même. Il n'utilise pas un copiste. Alors, j'ai l'impression qu'il copie tout lui-même. D'accord. Maintenant, j'avoue que je ne peux pas le prouver. Bah, enfin, tu le verrais peut-être apparaître dans la correspondance, parce que là aussi, Vacher de Bourlange à Aurillac, il y a des lettres à Moreau qui évoquent le salaire du copiste. Et alors d'ailleurs, tout le problème de trouver un copiste, etc., etc. Donc je pense que tu le verrais apparaître dans la correspondance, quoi. Honnêtement, ça me dit absolument rien. Et à chaque fois, il dit je copie, je fais. Isabelle? Oui, une question qui montre mon ignorance par rapport à l'archivistique moderne. Il y avait au moins 2 citations où il était question de manger. Des chiens qui mangeaient pas d'avoine, et à un autre moment, tu parlais ils dévoraient les sources. C'est une image récurrente de ces archivistes qui utilisent des images de nourriture, enfin de cuisine presque, enfin pas de Euh, cuisine, vraiment avaler des choses. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus un hasard. Je me souviens pas d'avoir vu ça traîner souvent, mais en même temps, c'est vrai que j'y ai pas fait attention. Donc il faut peut-être que j'y fasse plus attention. Merci. Et donc, les seuls coutumiers que tu as vus, c'est ceux d'Ulrich, Saint-Ulrich, comme il était dit, alors que celui qui est le plus copié, c'est celui de Bernard. C'est intéressant que ce soit celui-là qui soit mentionné. C'était dans quel texte où tu nous as pointé du C'était doigt le dans coutumier? un disons, des recueils de notes et de mélanges de Don Le Michel et de ses collaborateurs. Mais en fait, ce que j'ai pas encore réussi à faire parce que le confinement m'éloigne de mes livres et quand c'est pas le confinement, c'est parce que je les ai laissés à Orléans. J'aimerais quand même bien aller voir, ne serait-ce que chez Touch,
s'il parle de ce manuscrit-là. Parce que l'absence des feuillets concernés dans la numérisation me fait quand même un peu bizarre et j'ai aucune idée parce que les coutumiers, j'y connais pas grand-chose. Je sais pas si c'est... en fait, si tout le monde le sait et que ça fait des années que ce manuscrit est dans cet état-là, ou si c'est plus récent, quoi. Tu me tiendras au courant? Merci. Autre question? Je veux bien poser une ou deux questions si Oui, vas-y. je grille la préséance à personne. Donc merci Sébastien pour ton intervention, c'est passionnant. D'entrée de jeu, hein, avec l'expression masquée, c'est-à-dire vraiment les biais de tradition, hein, que constitue toute cette matière moderniste à la fois en tant que telle, et puis dans le rapport que nous, médiévistes, débutants modernistes, pouvons avoir avec cette documentation par méconnaissance et par manque de familiarité avec celle-ci. Je voulais revenir sur deux, trois petits points. Déjà, ce que tu as pointé donc avec le grand trésor de Cluny, donc le Chartrier, à la différence des autres archives, hein, qui devaient publier, peut-être même dans le monastère, les différents fonds, les bien les distinguer, parce que encore dans l'élan du positivisme du 19e siècle, quand on fait la reconstitution de Chartrier et tout, on a une tendance à l'unicité des fonds qui n'est pas du tout le reflet de ce que pouvait être la conservation à cette époque-là. Et donc, les modernistes au moins nous permettent d'avoir des éclairages sur ce point. Quand tu parlais des archives particulières, j'ai trouvé que c'était très éclairant de ce point de vue. Et je voulais revenir un petit peu aussi sur le manuscrit que tu nous as présenté, le latin 9877, l'Indices Cartarum Cluniacensium. Et dans sa constitution, hein, donc, tu nous as présenté, je pense, la biographie de ta thèse avec le petit descriptif que tu avais fait systématique un petit peu de toutes les copies modernes et éléments de tradition moderne que tu avais trouvés au cours de tes dépouillements. Et donc, tu m'as vraiment mis la puce à l'oreille parce que dans cette organisation, en fait, ce corps, ce ventre de ce manuscrit qui est dédié en fait à la table des bienfaiteurs, qui est précédé aussi d'un petit dossier, d'une sorte de mémoire sur les exemptions. J'ai cru comprendre que tu voyais là quelque chose comme un motif d'organisation archivistique peut-être médiévale et moderne, qui voyait un petit peu son dernier mouvement, son chant du coq dans ce manuscrit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce manuscrit, quand il était composé, la date de composition, et si effectivement, voilà, ce ne serait pas un peu le plus médiéval des modernes, les manuscrits de la documentation érudite moderne? Alors, ce manuscrit-là, je pense qu'il a dû être composé vers le milieu du XVIIe, dans mes souvenirs, mais ça serait sans doute encore à vérifier, à confirmer. Et en fait, je ne pense pas que ça reflète une organisation d'archives, mais que ça reflète une tentative de mise en ordre intellectuelle des gens confrontés aux archives. Que j'imagine, mais peut-être que j'imagine trop, arriver dans des archives clunisiennes surabondantes, pas forcément très en ordre, et peut-être un peu mystérieuses pour eux, et qui commencent par se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, avec en plus leurs propres objectifs, et qui donc essayent de trouver des manières de mettre les choses en ordre un petit peu par extrait, pour s'y retrouver eux-mêmes intellectuellement et ensuite pouvoir mettre ce même matériau au service de leurs propres objectifs. Et donc celui-là particulièrement, tu penses que c'est comme les Mauristes ou les commandes des cabinets des chartes, ça vient de l'extérieur, hein, c'est des gens qu'on envoie, ou c'est pas une commande interne, hein, parce que j'ai l'impression que les motifs un peu de sa compilation, justement, Alors, c'est peut-être des motifs liturgiques quoi, derrière qui... celui-là, je pense que c'est un manuscrit mauriste. Mauriste, ok. Il faudrait que je revérifie l'histoire du manuscrit, mais encore une fois, c'est le seul de tous ceux dont j'ai parlé que je n'ai pas revu depuis au moins 20 ans. Donc,
tout ça est à prendre avec énormément de précaution. Et alors là, la question est de savoir si on considère que c'est un terme ou pas. Parce que justement, à ce sujet-là, il y avait débat, on va dire. Je pense, j'aurais tendance à y voir effectivement plus la vue de quelqu'un un peu de l'extérieur sur une matière à lui pertinente que celle de la vue de quelqu'un totalement sur place sur des archives qu'il connaît. Mais bon, c'est au nez et en niflant, et c'est peut-être pas la meilleure méthode non plus. J'avais une dernière question, si je peux encore monopoliser la parole quelques instants. Tu nous as parlé aussi de cette charte de Ricculfus où j'ai pas eu le temps de lire quelle était la nature de cet acte. Je crois que c'est une donation Trépoux, quelque chose comme ça. La charte chirographe partie, donc tu as retrouvé l'évocation de la deuxième partie qui nous est transmise simplement par le manuscrit de Lambert de Bar-Rive. Alors, et puis, encore une fois, tu nous as laissé sur notre fin, tu nous as pas expliqué pourquoi les deux parties de cette charte étaient dans le même fond. Tu as suggéré que c'était une piste très intéressante à étudier. Mais alors, pourquoi? En fait, je ne le sais pas. À vrai dire, je suppose que c'est bêtement dû au fait que l'ensemble est revenu par voie de Mounimina un petit peu plus tard. Un accident de transmission, Voilà. on pourrait dire. De toute façon, il y a un moment où c'est arrivé avec une autre donation et que c'est venu totalement aux archives de Cluny. Mais c'était simplement une allusion au fait que c'est un phénomène qu'on rencontre assez souvent finalement quand on a affaire à des chirographes et qui est un peu rigolo parce que normalement un chirographe justement c'est fait pour que les deux parties soient conservées séparées. Là, je pense que c'est bêtement que c'est revenu avec d'autres donations. Un chirographe qui est joli, parce que c'est une espèce de monogramme et ruche en même temps. Donc, il est tout à fait, pas des plus communs, hein, sans être absolument rarissime. J'ai encore une ultime petite. J'avais encore une ultime petite question. Il faut que je la retrouve, je me suis perdu. Et sinon, attends, je crois je que reviendrai, je vais laisser la parole voilà. et je reprends mes notes. Paul? C'était pas toi? C'était pas moi. Moi, je reste ici ébobillé et admiratif. Je suis pour l'instant incapable de faire ce que Sébastien fait. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui semblait vouloir intervenir, donc n'hésitez pas. Alors, si je peux profiter du petit silence, comme il y a un appel lancé aux modernistes, que j'ai l'impression qu'il y a plutôt des médiévistes présents en ligne que des modernistes, je me sens appelé. Donc merci pour cette belle contribution et aussi le rappel de Gracchus Babeuf feudiste. C'était le titre d'un article éponyme il y a déjà quelques années dans les annales historiques de la Révolution française et ça rappelle bien l'importance sociale de ces feudistes-là. Alors en tout cas, je ne sais pas si j'aurai quelques capacités pour répondre à l'appel, mais ça m'intéresse beaucoup, y compris à titre, j'allais dire, expérimental, sur la comparaison, puisqu'on pratique ça régulièrement avec des groupes d'étudiants de comparaison d'alphabet du scripteur, et je ne sais pas ce que ça peut donner, enfin, il faudrait voir les pièces, surtout que pendant une partie d'exposé, il y avait des cris d'enfants dehors assez importants et des conflits personnels intrafamiliaux à gérer, ce qui fait que je n'ai pas entendu toute la démonstration. Mais cette partie-là, je l'ai entendue et donc voilà, en tout cas, s'il y a des photos de comparaison possibles, ça m'intéresse beaucoup. On fait ça, on trace, on fait des ductus. Voilà, après, les groupes d'étudiants sont plus ou moins intéressés, plus ou moins actifs, évidemment. On a parfois de très bonnes promotions et leur donner certains textes comme ça de comparaison, ça sera un excellent exercice pédagogique. Et ça peut être utile ici à la recherche plus généralement, puisque la comparaison des alphabets des scripteurs sont un véritable enjeu
scientifique qui est relativement peu étudié, j'allais dire, par mes collègues de paléographie moderne, même si on a quand même depuis quelques années un certain renouvellement, un certain nombre de publications, mais il nous manque toujours, par exemple, une histoire bonne, simple et efficace, même critiquable, d'une histoire des écritures des paléocursives simplement françaises, sans même penser à celles qui sont proches pour d'autres langues romanes ou néo-romanes, quoi. D'accord, bah moi, en ce qui me concerne volontiers, hein, il y a quand même pas mal d'images numériques disponibles. Donc, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'organiser de manière assez simple. Enfin, Là, surtout que c'est là où j'ai mal vu, j'ai pas entendu, mais en regardant la photographie passée précédemment avec la comparaison des deux, a priori, ce sont naturellement deux écritures, deux mains différentes. Hein, c'est-à-dire que je vais revenir dessus. Ce qui m'ennuie, ce qui entraîne mes doutes, c'est que c'est que j'étais parti du principe que ça était compatible avec ça, ce qui est en gris, mais que quand je suis revenu, alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, cette manière d'écrire Cluny et cette utilisation d'un L au bout de retour très marqué se retrouve pas mal dans l'inventaire de Don Loquet. Et comme je me dis toujours qu'il est aussi possible que la même personne puisse avoir des manières d'écrire un petit peu différentes selon le contexte d'inscription. Alors là, c'est peut-être aussi par pur nombrilisme, parce que je sais que ma propre écriture est extrêmement différente selon que j'écris vite ou non. En gros, il y a un cas où elle est lisible, il y a un cas où même moi, j'arrive plus à la lire. Et du coup, j'ai eu des doutes sur, ah bah oui, c'est Lambert de Barif qui a dû écrire au dos des chartes. Vous pratiquez les écritures de notaire en fuite, donc, à titre Pardon? personnel aussi. Ah, j'ai ma propre écriture de notaire, mais malheureusement, ça ne me rend pas compétent pour les autres. Non, c'est vrai qu'à mon sens, il n'y a pas d'autre méthode, mais c'est un peu fastidieux. Hein. C'est très vrai que de faire un alphabet complet pour chaque manuscrit et chaque scripteur. Mais une fois qu'on l'a, on peut a priori, alors à moins que les variations soient vraiment extrêmes, mais sinon, les repères, il y a forcément un moment où la main se trahit si le document est suffisamment long ou s'il y en a suffisamment de mentions dorsales ou d'analyses, parce que certaines analyses dorsales, enfin ici, elle est relativement brève, mais on trouve quand même souvent, et j'ai peu travaillé dans l'archive de Cluny, hein, donc je parle à partir d'autres archives, mais on trouve parfois des mentions dorsales qui sont extrêmement copieuses. Oui, Et on est. faire 30 lignes très longues et qui permettent d'établir quand même des régularités de ductus assez fortes. Et s'il y a deux façons de tracer un C, un F en majuscule, en minuscule, en intercalaire, en finale, en initiale, comme on veut, ça se voit. Simplement, c'est un peu fastidieux de tracer ce genre d'alphabet pour ensuite le comparer avec un tout autre manuscrit d'un autre fond, d'une autre série, etc. Ouais. Mais voilà, donc effectivement, c'est une des choses sur lesquelles il serait peut-être pas totalement inutile de revenir. D'ailleurs, il y a peut-être aussi d'autres solutions que ou l'un ou l'autre. Hein. Là, par exemple, c'est ce genre de cas qui m'avait incité à voir Lambert de Barive au dos de la plupart des actes, parce que là, visiblement, la mention, comme ça, là, il y a la cote, ou la mention cotée plus ou moins la fin du 18e, et le reste ça a été visiblement couvert par autre chose. Mais bon,
ça peut avoir été un cas particulier que j'ai généralisé ou que j'aurais généralisé de manière abusive. Bonsoir Elisabeth. Autre question, intervention? Alors, est-ce que tu crois pas qu'on a, enfin, parce que cette collection Moreau finalement, elle est énorme. Il y a je sais plus combien de centaines, on dépasse pas le millier de volumes, quelque chose comme ça. Bon, je sais que Benoît Toc a lancé un inventaire, enfin a fait un inventaire de la première partie qui est en ligne. Mais est-ce que finalement, bah, il reste pas à finir l'inventaire et puis alors surtout à obtenir sa numérisation complète parce que bon, j'ai pas regardé tous les volumes, mais j'ai l'impression que c'est numérisé de manière très très aléatoire. Il y a des tomes qui sont numérisés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et puis et puis alors avec est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir des études sur les correspondants du cabinet des chartes? Parce que finalement, en fait, bon, là, Lambert de Barry, on le connaît bien grâce à tes travaux. Moi, j'en ai étudié un autre. Et puis finalement, on n'a pas grand-chose, quoi. Et Mais ça serait, Vas-y, je t'ai oui, interrompu. et ça serait peut-être l'occasion d'ailleurs de créer justement des rapports de travail avec des modernistes que ça peut intéresser aussi en termes d'histoire culturelle, d'archivistique, mais aussi politique finalement d'ailleurs, parce qu'on est quand même très... Alors, pour autant que je sache, il y a un certain nombre de travaux qui ont été lancés. Alors, peut-être par Benoît Toc lui-même, mais comme il a été extrêmement occupé ces dernières années, je ne sais pas très bien où ça en est. Il y a Chantal Sansébi qui avait aussi eu au moins comme objectif de lancer des études sur des érudits de l'Orléanais. Là encore, j'avoue que je ne sais pas très bien où ça en est, mais, euh, mais justement, je crois que Benoît, à un moment, était un petit peu en relation avec pas mal de monde à ce sujet-là. Ça pourrait valoir la peine de lui demander. Pour les numérisations de la collection Moreau, en effet, là, je suis justement sur archives et manuscrits. Je peux vous montrer. Et effectivement, les volumes les plus anciens le sont. Et puis après, ça tend. Et là, on n'est que dans les séries chronologiques. Mhm. Et ça tend ensuite, effectivement, à s'étioler un peu. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que les. Enfin, il y a pas que Moreau, il y a toutes les collections des provinces. Ouais, ouais. Et sans compter que je crois qu'il y a un certain nombre, puisqu'on parlait d'eux, des mélanges mauristes, des papiers de Baluse et de ce genre de choses-là, qui sont finalement peut-être pas aussi tant si bien connus que ça. Justement, Sébastien, et les deux Sébastien, d'ailleurs, tout le monde, moi, je vais me poser un peu une question très concrète. Est-ce qu'on a des outils qui font les inventaires, qui font l'inventaire de ces érudits? Est-ce qu'on a des outils qui préexistent, des travaux qui permettent de savoir exactement, région par région, espace, ou alors est-ce que ça reste complètement éclaté, ce dont j'ai l'impression jusqu'ici? Ça reste quand même pas mal éclaté. Il y a des études sur telle ou telle collection, bon, par exemple sur la collection de Bourgogne, qui est à peu près Ouais. la seule que je connais à peu près. Il y a des historiens ici et là qui connaissent très très bien les érudits
si j'ose dire, des fonds dont ils se servent. Mais à vrai dire, je vois rien de très centralisé, mis à part pour l'ABN, les vieux de Lille. Ouais, si je me souviens bien, pour la collection Moreau, par exemple, il y a un catalogue c'est par Henri Aumont, Ça doit être ça, oui. mais alors volume par volume, mais qui en fait est très, très, très succinct, forcément, quoi. Et donc là, les volumes qui ont été inventoriés, donc je crois que c'est les 111 premiers par Benoît Toc. Bon, là, on a quelque chose qui est beaucoup plus efficace et utilisable, quoi. Mais sinon, non, à ma connaissance. Alors, Bertrand Marceau évoquait dans le chat la collection Doha. Donc, pour ceux qui connaissent pas, qui est la première, enfin, des années 1660 et qui concerne plutôt le midi de la France. Oui, elle est très, très précieuse aussi. Alors, c'est aussi un chantier parce que là aussi, la numérisation est pas complète. Et puis, je suis pas sûr que l'inventaire soit très détaillé non plus. Donc là aussi, je pense qu'il y a un chantier. Mais Paul Bertrand a raison. Hein, il y a déjà un chantier d'inventaire pour qu'on sache ce qu'on est, en fait. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, oui. Ce serait bien. En tout cas, je pense que ça donnerait, ça ouvrirait beaucoup de portes, notamment à beaucoup de chercheurs qui n'imaginent même pas que la chose soit possible. Ouais. Alors, inventaire ou numérisation? Parce que la numérisation peut permettre de faciliter l'inventaire aussi, quoi. Les deux, mon général. On a quand même quelques outils de travail. Enfin, je pense aux synthèses. Enfin, Sébastien, tu as mentionné Henri Aumont, Philippe Loher aussi. Il y a quand même quelques études cadres Oui, oui. qui tracent assez bien. Après, c'est sûr que le détail, on ne l'a pas. Il faut, mais sur entre Doha, Moreau et les provinces, je pense à l'autre Sébastien a mentionné Bourgogne évidemment, mais Lorraine aussi est un puits merveilleux sans fond. Et tout, hein, parce que Cécile Treffort, là, sur Poitou-Charentes, avec Don Fontenot, découvre des choses extraordinaires, quoi. Hein. Donc il y a vraiment un gisement. Alors pour les Mauristes, François Dolbeau avait attiré l'attention parce qu'en plus, alors, il y a un autre enjeu à la numérisation, c'est que pour les volumes Maurice, les volumes sont en train de s'abîmer en fait. François Dolbeau avait attiré l'attention sur le fait que les encres ont tendance à s'effacer. Donc la numérisation est peut-être aussi un moyen de sauvegarder, je ne sais pas. Et Jérémy Delmu, je crois, a lancé des choses là. Donc, ils ont commencé quand même là sur les Mauristes. On a une numérisation assez massive mais il reste effectivement dans les papiers Balus. Je ne sais pas si tout est numérisé. Les papiers Duchesne, il doit y en avoir une bonne partie, parce qu'il y a aussi tous les érudits de la première moitié du XVIIe. Mais bon, on va peut-être pas pouvoir tout attaquer d'un coup, quoi. Et après, il y a aussi tout ce qu'il y a dans les archives départementales ou municipales, ou selon les cas. Parce que pour être un petit peu rentré en contact avec la chose à Saint-Omer, il y a aussi eu une érudition moderne assez intéressante dans ce coin-là, par exemple. Alors, qui en l'occurrence a pas mal servi à une érudition un petit peu postérieure, donc qui est pas mal connue, mais je pense qu'il doit y avoir vraiment des choses intéressantes à découvrir dans beaucoup d'endroits. Et encore une fois, pas seulement comme fourniture de matériaux. Aussi simplement comme sujet en soi d'intérêt pour la culture historique et son histoire à travers les siècles. Autre question, autre intervention? Non? Pas de regret? Bon, bah écoutez, il me reste à remercier Sébastien et puis à vous remercier tous pour votre présence. À vous souhaiter bonnes vacances
avec les enfants, puisqu'il va y avoir 2 semaines de vacances. Et puis donc, on se retrouve le 29 avril. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Voilà, le 29 avril, avec Jean Berger, qui nous parlera des feuillets du cartulaire de Brioude, avec la généalogie de la maison de Bouillon. Et donc là, on va être dans des affaires de faux, et de faux scandaleux, si je ne m'abuse. Voilà, très bonne. C'est ça, Jean, hein? Oui, oui, parfait, je confirme. Très bonne soirée à tous, et puis à bientôt. Au revoir. Bien. Au revoir. Au revoir.